Loin de l'agitation new-yorkaise, l'hiver blanchit la campagne. Première gelée sur une prairie d'herbes grasses et le froid qui engourdit les doigts. Dennis et Alicia font quelques pas, mariées depuis peu, elles viennent de prendre une grande décision. Avoir un enfant. De quoi réveiller quelques souvenirs d'enfance. Faut faire gaffe avec les jouets. Ouais. Parce que j'étais une petite lesbienne dès le départ. Je voulais des camions et des tortues ninja. Ouais. Au lieu de ça, ma mère elle m'a offert une poupée Adi. C'est quoi une poupée Adi? C'est des poupées normales en plastique. Sauf qu'elles représentent des personnages historiques. Ah, ok, ouais. Et ils en ont fait une noire. Ouais. Et évidemment, la noire était une esclave. Sérieux? Ouais, j'ai eu une poupée esclave. T'as eu une poupée Et esclave? on avait les robes assorties. J'étais genre, Oh, maman, non. tu vois pas ce que tu Oh, fais? c'est trop Je bizarre. suis lesbienne, putain. C'est trop bizarre. C'est dingue. Ah, tiens, à propos d'esclavage, dis, comment on va éduquer notre bébé face au racisme et à tout ça? Très tôt. Je veux pas d'un gamin comme O.J. Simpson. Non. Surtout pas. T'as raison. Faut qu'on lui en parle. On peut pas avoir un gamin qui court partout en disant l'Amérique c'est génial. Non, alors ça, C'est non. pas génial. Je veux que notre bébé soit optimiste pour l'avenir, mais réaliste. Bienvenue dans Seriland de Zoom sur la nouvelle saison de Master of None et sur quelques autres séries qui partagent la même ambition, déconstruire les clichés raciaux. Y parviennent-elles? Réponse dans ce nouvel épisode de Seriland. Seriland, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, des séries qui sont dans l'actualité, qui racontent surtout notre société. Je m'appelle Eva et je viens de passer des heures devant mon écran à découvrir ou redécouvrir des séries intelligentes. Intelligentes parce qu'elles nous permettent de développer notre faculté à connaître, à comprendre l'autre. L'autre avec un grand A. Cet autre qui pourrait m'être étranger et qui est pourtant si semblable. De Master of None, dont la 3e saison vient d'arriver sur Netflix, à Dear White People, en passant par Rami ou encore Mes premières fois, les séries s'attaquent désormais frontalement aux clichés qui pendant longtemps ont alimenté les scénarios des fictions. Une contre-attaque souvent portée par ceux qui ont eu à souffrir de ces remarques, insultes, parfois agressions racistes, comme Aziz Ansari, né à Columbia de parents indiens, auteur, producteur et interprète de Master of None, premier comédien asiatique à remporter un Golden Globe en 2017. De quoi s'interroger sur le regard que portent les séries sur ces enfants d'immigrés indiens, égyptiens ou autres aux États-Unis. Comment abordent-elles les questions raciales qui n'en finissent pas de secouer l'Amérique? Prennent-elles assez en compte la diversité de la société de l'autre côté de l'Atlantique? Et qu'en est-il en France? Parviennent-elles avec efficacité à démonter tous ces clichés raciaux? Pour débattre de toutes ces questions, j'avais besoin d'être bien entourée pour ce nouvel épisode de Seriland, et c'est le cas avec une journaliste et une experte de ce thème. En l'occurrence, Margot Barallon, journaliste à Europe 1 et Sérivore, et Grace Lee, écrivaine militante qui se bat quotidiennement pour une plus grande visibilité des personnes asiatiques dans les médias notamment. Elle est l'invitée experte de Seriland. Seriland, épisode 77. La série de la semaine. Bonjour Margot Barallon, ravie de vous revoir pour ce nouvel épisode. Bonjour Eva, ravie également. Et je vous présente Grace Lee. Merci infiniment Grace Lee d'être avec nous. Merci Eva, merci Margot de me recevoir. Grace, il y a un peu plus d'1 an, alors que la pandémie atteignait l'Europe, les personnes asiatiques devenaient la cible d'insultes et d'agressions racistes. Vous aviez à l'époque témoigné de ce racisme dans une vidéo diffusée par nos confrères de Brut. Est-ce que cette vague de racisme est passée? Non, je crois qu'on est en pleine épidémie là. C'est vrai, et encore aujourd'hui. Hélas, le virus a aussi soulevé le couvercle de quelque chose qui était latent et qui s'exprime aujourd'hui de manière assez frontale. Et moi, j'ai énormément de témoignages, encore aujourd'hui, de personnes qui en souffrent. Dès que j'ouvre mon Twitter, je ne connais pas une personne qui n'est pas affectée par en fait, ces actualités. Il y a eu à Atlanta, en mars dernier, une tuerie qui a affecté la vie de 8 personnes, dont 6 femmes asiatiques, dans des instituts de massage. Et voilà, cette violence-là, elle nous atteint parce que c'est des personnes qui souffrent déjà d'une précarité et ensuite qui sont exposées au racisme. Le tueur a avoué à la police avoir eu une addiction en fait, sexuelle avec des femmes asiatiques. Donc tout ça, ça réveille énormément de choses. Et pareil, les réseaux, oui, mais aussi la vraie vie, c'est-à-dire on sort. Moi, j'ai ma tante, mes cousines qui toutes et tous m'expliquent qu'ils ont entendu, vécu
des choses qui sont clairement racistes. Donc oui, tout ça, c'est tout le temps, c'est partout, et c'est vrai que c'est assez préoccupant pour demain. Alors, on va parler de choses un peu plus joyeuses, notamment grâce à la série Master of None, dont la 3e saison est disponible depuis quelques jours sur Netflix. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, est-ce que ces séries démontent tous ces clichés raciaux qu'on a eu l'habitude de voir, malheureusement, dans les fictions en général. Grassley, est-ce que vous aimez d'abord cette série Master of None ? J'aime beaucoup tout ce qui est première fois. Oui. C'est-à-dire, le Master of None, c'était la première fois qu'un homme asiatique, enfin un homme indien, américain, était premier rôle d'une série aussi grand public. Et évidemment, je me suis plongée dedans. Je me suis dit, il faut absolument que je sache de quoi ça parle. Et j'ai pas été déçue. Donc vous avez vu les 2 premières saisons. Absolument. Mais nous, avec Margot, on a de la chance. On a de la chance parce qu'on a déjà vu la 3e saison. Qu'est-ce que vous en pensez de cette 3e saison ? Essayez de ne pas spoiler, Margot. Je vais pas spoiler parce que c'est vraiment dans les premières minutes, c'est extrêmement surprenant et c'est extrêmement bien aussi. En fait, la série opère un véritable virage complet dans son ton, qui se voit aussi dans son esthétique. On n'a plus du tout cette image de sitcom, on a une image avec du grain, et on va passer dans quelque chose de plus brut, donc de moins rigolo. On est moins dans la comédie. C'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus grave, et on va le dire, très émouvant. Et c'est assez génial de voir une série qui arrive comme ça à épouser un ton complètement différent, tout en gardant, je trouve, moi, ce qui faisait vraiment le sel de la série, à savoir cette finesse, cette justesse quand on observe à la fois une génération, c'est une génération de trentenaires, et puis bien cette jeunesse multiculturelle dont on parlait, qui est pas si bien intégrée dans le pays dans lequel elle vit, qui subit comme ça des micro ou pas micro agressions toute la journée. Et ça reste, et c'est absolument bluffant. Oui, et peu visible aussi dans les séries, c'est pour ça qu'on voulait s'y arrêter. Comme vous, Margot, j'ai été un peu décontenancée au début quand j'ai lancé cette 3e saison, parce que ça n'a absolument rien à voir, en tout cas sur le ton, avec les 2 précédentes. Effectivement, la légèreté et le ton de la comédie ont disparu. On est résolument dans le drame, mais on s'attaque encore quand même aux clichés, et dont sont victimes, alors notamment les femmes, qui plus est des femmes noires et lesbiennes. Il ne faut pas chercher Aziz Ansari dans cette saison. À peine on le voit dans 2 épisodes, mais vraiment quasiment furtivement. Il est toujours à l'origine de la série. Il a écrit cette saison avec Lena Waithe, qui est l'actrice principale, mais il se fait très discret devant la caméra. Alors sans doute parce qu'il a été la cible d'attaque de la part d'une femme qu'il a accusée d'agression sexuelle. Cette femme, en fait, a témoigné anonymement sur un blog, affirmant qu'après un dîner, ils se sont retrouvés chez le comédien et qu'il aurait insisté pour avoir une relation sexuelle. Aziz Ansari lui a répondu en s'excusant d'avoir mal analysé la situation, mais en précisant que la relation, de son point de vue en tout cas, était une relation parfaitement consentie. Il n'en reste pas moins, et je voudrais être totalement juste et clore cette parenthèse-là, le comédien a été un des premiers à défendre le mouvement MeToo, et cette saison 3 est une ode aux femmes, je trouve, en tout cas. Oui. Voilà, c'est vraiment assez extraordinaire. Moi, ça m'a bouleversée. J'ai beaucoup pleuré, Grassley. Je vous le dis tout de suite. J'ai rarement vu le désir de maternité aussi bien abordé, décrit, ressenti. Jamais je n'avais vu sur un écran le parcours douloureux et compliqué d'une PMA, procréation médicalement assistée. Un parcours qui est montré dans ses moindres détails, mais analysé à la fois sur un plan psychique et physique. Alors ça remue, forcément. Exit la comédie romantique des 2 premières saisons. La 3e est vraiment une série d'auteurs, à mon sens une très grande série qui mérite vraiment toute l'attention. Et donc qui est portée par 2 comédiennes, Lena Waithe, que vous avez vu, qui était Dennis dans les 2 premières saisons. Qui était de Dev, voilà. Donc le personnage principal joué par une des meilleures Aziz amies. Ansari, Exactement. Voilà. Et donc on va la suivre avec son Alicia, qui est en fait sa femme, et avec qui elle a envie d'avoir un enfant. On connaissait le talent de Lena Waithe, alias Dennis, donc présente dans ces 2 premières saisons. Naomi Ackie, dans le rôle d'Alicia, est bluffante, actrice britannique de 28 ans qui s'impose vraiment comme une immense comédienne avec ce rôle. Alors reste que, et vous avez vu les 2 premières saison, Grassley, que Master of None a eu le mérite aussi de mettre en avant effectivement la communauté asiatique à travers les personnages notamment de Dev, incarné par Aziz Ansari, et celui de Brian, joué par Kelvin Yu. L'humour dans cette série permet de démonter les clichés raciaux. C'est le cas par exemple dans une scène de la saison 2. Dev enchaîne les rendez-vous galants depuis qu'il est inscrit sur un site de rencontre. Conversation avec une jeune femme noire. En tant que femme noire sur ces applis, la situation est complètement différente comparée à mes amies blanches. J'ai beaucoup moins d'activités et je trouve aussi que j'ai rarement des matchs avec des mecs qui ne sont pas noirs. Pareil pour moi, j'ai beaucoup de rencarts d'origine indienne. J'ai lu quelque part que les personnes qui s'en sortent le moins bien sur ces applis sont les hommes asiatiques et les femmes noires. Génial, enfin un domaine dans lequel les blancs ont un avantage sur nous. À la santé des blancs. Au petit blanc.
Grassley, est-ce qu'il y a vraiment de la discrimination sur les sites de rencontres? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Absolument. C'est vrai. Oui, c'est donc le site OkCupid, qui est un des sites de rencontres aux États-Unis. Le fondateur de ce site a publié un livre et il a tiré des conclusions de ces statistiques. Et effectivement, comme ils le disent, ça date de 2018, les personnes, après les personnes blanches, les personnes qui sont les plus populaires au niveau des femmes, c'est les femmes asiatiques. Et tout en bas de l'échelle, on trouve les femmes noires. Et pour les hommes, les hommes asiatiques sont tout en bas de l'échelle. Voilà. Oui, effectivement, le racisme se retrouve de manière assez flagrante dans les relations au quotidien, c'est ça? Intime, en fait. Intime, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Intime. Il suffit de regarder aussi, par exemple, les catégories pornographiques sur voilà, les mots de recherche, voilà, ou bien les insultes. En fait, c'est assez open bar quand il s'agit de choses qui sont censées être intimes. On a l'impression qu'on est gouverné par, vous savez, l'inconscient, mais en réalité, c'est très politique. Oui, et puis les désirs sont construits, Margot, en fait. C'est construit par ce qu'on regarde, et donc quand on a des représentations qui, généralement, en fait, ne représentent pas, tout simplement, oblitèrent toute une catégorie de population, vous construisez vos désirs en fonction de ça aussi. On s'enferme dans ce schéma social qui s'est formé. Grassley, est-ce que vous pensez que l'humour dont se sert, par exemple, Aziz Ansari dans ses 2 premières saisons est la bonne méthode pour vous, ou il faut un discours plus militant quand il s'agit de dénoncer des clichés raciaux? Quand on est, je parle quand on est dans le cadre d'une fiction. Hein. Moi, je pense que dans la fiction, elle n'a pas qu'un seul rôle. C'est-à-dire que vous pouvez regarder de la fiction parce que vous avez envie de vous détendre, auquel cas vous avez envie de quelque chose de léger, et vous avez envie que les personnages soient représentés dans leur complexité et pas uniquement dans la souffrance qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et parfois, vous avez aussi envie de regarder des choses plus historiques, plus journalistiques peut-être, dans le sens où c'est vérifié. Donc la fiction, elle n'est pas la réponse. Il n'y a pas une réponse en fait. Bien sûr, pour le racisme, je pense que il faut des représentations multiples, et donc Aziz Ansari en a proposé une, et d'autres personnes en proposent également, et il en faut pour tout le monde. Margot, Master of None a aussi, moi je trouve, une qualité, c'est que ça met en avant la différence entre 2 générations, parce qu'on voit les parents d'Aziz Ansari, qui sont d'ailleurs les vrais parents d'Aziz Ansari, qui jouent ça. On voit vraiment la différence entre 2 générations. Est-ce que ça vous a touché aussi dans la série? Oui, alors il y a toutes ces scènes dans la saison 2 où les parents musulmans comprennent pas que les enfants, ils sont de culture musulmane, mais en fait, ils ont quand même envie de manger du bacon parce qu'ils aiment le bacon. Et à un moment, ils skippent la prière pour aller à la fête du jambon, la fête du porc. Et dans la saison 1, il y a vraiment une scène qui m'a marquée où Dev discute avec son ami Brian, qui lui est d'origine taïwanaise. Et en fait, ils se souviennent, on voit comment leurs parents ont été élevés. Et ils discutent tous les 2. Et ils se rendent compte que leurs parents sont hyper exigeants avec eux et qu'il y a une exigence de réussite, et ils leur disent pas en fait qu'ils sont fiers. Ils disent quand même, les parents blancs, ils disent tout le temps à leurs enfants qu'ils sont fiers. Et ça m'a rappelé, Grassley, ce que vous faites vous avec la web-série sur YouTube, Ça reste entre nous, et il y a comme ça tout un épisode. Donc en fait le principe, c'est que vous faites parler entre des personnes issues de la communauté asiatique au sens très large, donc de différents pays. Et il y a tout un épisode où ils parlent justement de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Absolument, c'est un épisode où on compare en fait de la même manière l'éducation qu'on a reçue, et est-ce qu'on reproduit ou est-ce qu'on fait exactement le contraire. Et donc évidemment les réponses sont aussi variées que les personnes qui sont autour de la table, et il y en a qui ils font la même chose, ils ont reçu quelque chose de dur, ça a marché, et donc évidemment si ça marche, pourquoi changer la recette. Et d'autres qui se disent non mais moi j'ai beaucoup souffert, donc moi je fais exactement le contraire de ce que mes parents m'ont fait, j'ai beaucoup d'affection, j'utilise un autre modèle. Et je pense que ça, c'est au-delà de la question culturelle, c'est quelque chose d'assez universel. Enfin, dans la même fratrie, on peut trouver des personnes qui vivent différemment une même éducation des parents et qui font des choix différents éducatifs pour leurs enfants. Est-ce que vous trouvez que dans Master of None, ce conflit générationnel, quelque part, est assez bien représenté? Oui, je trouve ça très bien représenté. Je pense aussi à l'épisode avec Lena Waithe sur Thanksgiving, qui est absolument fabuleux, où on voit donc l'évolution de l'accueil de son coming out dans la famille, et enfin tout ce qu'elle a,
chaque Thanksgiving, à chaque fois qu'elle y va, et comment sa mère, qui est incroyable, Angela Bassett dans ce rôle, accueille ou pas, ou bien voilà. Et c'est la progression, tout ce qu'elle y met comme sentiment et comme l'attente qu'il y a de reconnaissance, d'acceptation, elle est vraiment exceptionnellement bien filmée. Et je trouve que c'est très représentatif de moi, ce que j'ai vécu. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais ça représente en effet une partie de la population. L'acceptation, c'est vraiment le mot de cet épisode dont vous parlez de Thanksgiving, qu'on vous recommande vraiment, c'est dans la saison 2, épisode 8 de mémoire. Je vous propose de refermer ce chapitre Master of None. Je vous recommande évidemment la saison 3 à voir sur Netflix, saison pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Margot, vous êtes d'accord ? Ah oui. Voilà, donc immense coup de cœur estampillé Seriland, voilà. On va poursuivre notre discussion en évoquant une nouvelle fois la communauté indienne dans une autre série. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Gracie, j'avais prévu de vous demander si vous regardiez beaucoup de séries, mais je crois que j'ai déjà la réponse avec ce début d'épisode. Vous avez les yeux rivés sur les écrans, on est d'accord ? Ah, je suis fan. Alors, comment vous expliquez que les séries américaines abordent ces questions, sur les clichés raciaux notamment, et alors qu'en France, comment dire ? Rien. Oui, c'est une question que je me pose très très souvent, et je suis assez déçue quand je me rends compte que on n'est pas capable de se regarder en face, puisque comme je suis assise à côté de vous, vous voyez, enfin, je suis aussi française que vous. Enfin, je ne sais pas si vous êtes française, mais en tout cas, on parle de... Voilà. Nous sommes 3 françaises dans ce studio, voilà. Et j'ai l'impression que je ne suis pas représentée sur les écrans de mon propre pays. Et ça, c'est assez douloureux parce que on regarde depuis assez longtemps, on regarde les États-Unis. Hein. On se dit que là-bas, on dit c'est niche, mais en fait, c'est pas vraiment niche, puisque vous avez regardé mes premières fois, vous avez regardé Master of None, et vous vous êtes pas dit, c'est pas pour moi. Vous vous êtes clairement identifié à ces personnages-là. Donc, pourquoi est-ce que on pourrait pas s'identifier à des personnages français avec des origines diverses ? Ça, c'est une vraie question j'ai l'impression qu'en France, on a quand même cette idée que on ne voit pas les couleurs. Et ça, c'est dans la vie, c'est dans la politique, et ça se retrouve dans la fiction, puisque la fiction reflète notre monde et reflète donc cette idéologie française que l'idéal, ce serait qu'on ne voit pas les couleurs. Oui, non, mais l'idéal, moi aussi, j'aimerais ne pas voir qu'on ne voit pas ma couleur, mais clairement, on la voit. Donc, est-ce que ce ne serait pas refléter la réalité que de voir ma couleur dans la fiction ? Oui, parce que résultat, vous vous sentez quelque part invisible quand vous regardez des fictions françaises. Oui, c'est-à-dire que au mieux, je suis représentée de manière caricaturale, c'est-à-dire, alors il y a des clichés narratifs, hein, comme la mère, on appelle ça la mère tigre, donc la maman très portée sur l'éducation, très stricte, la femme hyper sexualisée, qui est une femme vraiment libérée, en rébellion totale contre sa famille, par exemple, ou encore la petite fille sage. Pour les garçons, il y a le geek qui a aucune émotion, l'homme qui fait des arts martiaux, mais qui n'a pas de famille, pas d'entourage, il est tout seul, isolé. Vrai, à vous entendre, je me rends compte en fait vraiment de cette construction de clichés incroyable. Voilà. Tout à fait, l'histoire du geek, c'est vrai que ça ne m'était pas revenu à l'esprit, mais vous avez raison, dès qu'il faut un geek, on prend une personne d'origine asiatique. Le problème n'est pas d'avoir un geek dans l'histoire, hein, mais c'est que le geek n'a pas de profondeur, et le propre de la fiction, c'est quand même que les gens soient représentés dans leur entièreté, et donc une personne, il est peut-être geek à certains moments, mais sinon il ressent des choses, il a une vie, il n'est pas né geek, et donc c'est cette évolution qu'on aime voir dans la fiction, et surtout sur plusieurs épisodes, plusieurs saisons, on a tout le loisir d'avoir une writer's room qui est là en train de se dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars, et c'est ça qui c'est vrai que c'est assez triste, et on attend encore la série française qui va refléter notre société. Ah, mais je suis bien d'accord avec vous. Margot, on va repartir du côté des États-Unis en l'occurrence, parce que là effectivement les choses avancent un peu plus vite. Une autre série aborde la communauté indienne sur Netflix, série plutôt estampillée pour ados au départ, mais moi je la trouve plutôt très réussie. Moi j'ai beaucoup aimé Mes aussi. premières fois, ça s'appelle. On attend la saison 2 d'ailleurs, la première compte 10 épisodes et elle retrace le quotidien de... Alors je pense qu'on dit Devi, je me souviens plus si on disait Devi ou Devi. C'est Devi. Ouais. Elle est lycéenne, une ado, alors plutôt intello, plutôt très sage, qui vient de vivre quand même une année un peu difficile, notamment avec le décès de son papa, et qui décide de devenir populaire. Alors, devenir populaire, la tâche n'est pas facile quand on se dit « je veux devenir populaire au lycée ». Exactement. Alors évidemment, cette ado, on parlait de profondeur, elle a donc toute une série d'arcs narratifs et de problèmes donc d'ado. Donc voilà, elle a son crush qu'elle essaie de choper, elle a des son difficultés. Crush et son amoureux, parce que ça, il y a des gens qui comprennent pas crush. Son amoureux. L'objet de son affection. L'objet de son affection, exactement. Donc, elle essaye évidemment d'attirer dans ses filets. Elle a sa mère avec laquelle les relations sont un petit peu difficiles. Et donc, la série aborde aussi la difficulté de concilier sa culture d'origine, puisqu'elle est indienne, et hindoue.
en l'occurrence, et celle du pays dans lequel on vit, donc les États-Unis. Et voilà, encore une fois, ces agressions ou micro-agressions racistes du quotidien, comme par exemple le jour où Devi, notre héroïne, revêt un sari, le vêtement traditionnel, parce que c'est jour de fête, et elle va au coffee shop du coin. Vous êtes princesse Jasmine ? Non, mais merci, parce qu'elle est très jolie. Ariel est plus jolie. Où est Aladdin ? Je n'ai pas d'Aladin, parce qu'il préfère qu'on reste amis. Ok. Bonjour, je pourrais avoir 2 cafés allongés et un grand chocolat chaud, mais écrivez latte sur le gobelet. Je veux que les gens me prennent au sérieux. Oh, ma fille voudrait une photo d'elle avec vous. Votre tenue est tellement fantastique. Non, merci. Elle aimerait pouvoir mettre une photo sur Instagram. C'est tellement culturel. Justement, je ne me sens pas très à l'aise dans cette tenue. Je ne suis jamais très à l'aise, mais c'est pire aujourd'hui. Faites un effort, ce n'est qu'une petite fille. Monsieur, c'est quoi ce ton, hein ? Je veux pas être prise en photo. Et on n'est pas obligé de tout partager sur les réseaux sociaux, Apprenons à vivre le moment présent. Vous plaisantez, vous êtes sur Twitter depuis tout à l'heure. Vous avez commenté merci sous une publicité ciblée vous souhaitant une bonne journée. Ok. Tu veux une photo ? Ah, chérie. Voilà. Vous voulez un donut avec ? Ouais, j'adorerais un donut. Mais je jeûne aujourd'hui. Ah, c'est Ramadan. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est Ganesh Puja. Ça fait sourire. Ça fait sourire et en même mais temps... alors, c'est tous les clichés réunis en une seule scène, quoi. Elle devient un peu, on dirait, vous savez, les personnages dans les parcs d'attractions avec lesquels on fait des photos. Oui, c'est ça. Et puis, c'est la même chose pour les cheveux crépus qu'on a envie de toucher. Voilà, toutes ces choses qui, il y a encore quelques années, on se disait, c'est pas grave. Et en fait, on commence à écouter les personnes concernées, à se rendre compte que pas du tout. Enfin, c'est extrêmement gênant. C'est même fétichisant à certains moments. Et donc, ça fait sourire, mais derrière, il y a un vrai propos. Et je trouve que cette série, un peu comme Master of None, d'ailleurs, fait bien passer le message sous couvert d'humour. Il y a quand même un message qui passe de façon assez forte, je trouve. Grassley, vous la connaissez, cette série ? Oui, j'ai regardé et j'aime beaucoup l'écriture. Je pense que il n'y a pas de recette miracle pour écrire une série non raciste. Par contre, il y a des écueils qui sont évitables et j'ai l'impression que dans cette série il y a une écriture qui justement met en avant le côté culturel de cette famille sans que ce soit l'unique arc narratif et sans que ce soit sans tomber dans les facilités de raccourcis commodes. Donc mais j'ai l'impression que ce travail-là d'équilibriste est assez ardu et que peu le réussissent. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant, je trouve, avec Mes premières fois, que ces questions sur les origines, sur quelle place on a dans la société, elles sont abordées à hauteur d'adolescents. Donc oui, c'est quand même aussi une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire que, effectivement, c'est des sujets universels sur l'adolescence et avec effectivement ce poids de la culture qui vient, mais comme vous le dites, Grassley, c'est pas le sujet en fait. La différence culturelle n'est pas le sujet et au contraire, c'est totalement intégré au récit. C'est en ça que la série est extrêmement intéressante. Je me suis demandé, Grassley, à quel âge vous avez pris conscience, vous, de ce racisme ordinaire qui pouvait vous atteindre ? Et qui pouvait atteindre votre entourage ? Je pense que comme Devi dans cette série Mes premières fois, c'est très tôt qu'on se rend compte qu'on ne nous parle pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de du carnaval quand j'étais plus petite. Elle va à une fête culturelle où elle est habillée en sari, mais moi, je me rappelle qu'il y avait au carnaval des personnes habillées dans des déguisements culturels d'autres pays. Et ça, quand une petite fille porte une robe chipao, qui est la robe, une des robes traditionnelles chinoises, elle vous dit je suis habillée comme toi. C'est très 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 drôle en fait, très très bizarre et très presque moi je m'habille pas comme ça. Je viens jamais à l'école avec c'est la robe dans laquelle ma mère s'est mariée, c'est quelque chose de très très prestigieux et en fait c'est très joli et c'est pas on peut pas le mettre pour se déguiser comme si on était en Batman ou bien en pompier en fait, et ça c'est vous avez souvenir de ça en fait, ouais, de ces moments-là de l'enfance. Je me rappelle, moi j'avais clairement honte. Je comprenais pas en fait pourquoi les gens mettaient cette robe que ma mère pour ma famille est magnifique et elle est empreinte d'histoire et enfin je veux dire on la met pas tous les jours et on la met surtout pas à carnaval, c'est pas du tout c'est pas un déguisement. C'est pas un déguisement, voilà. C'est ça, c'était que le mot déguisement tout d'un coup dépréciait en fait la tenue en question qui était pour vous une tenue d'apparat quoi. Et d'ailleurs dans Mes premières fois à la fin de l'épisode en question où elle porte ce sari pour Ganesh Puja, son crush, donc son love interest, enfin la personne le garçon qu'elle aime bien, il la voit dans son sari et il lui dit
t'es très jolie, ou je sais plus comment ce qu'il lui dit. Il lui dit you look good. Ah, voilà. Oui. Et ça lui rend sa journée fabuleuse, puisque elle n'était pas partie en se disant que elle était fabuleuse, mais comme maintenant dans le regard de ce garçon elle l'est, ça donne tout le sens à cette fête. Alors on évoquait tout à l'heure le poids de la religion qui est soulevé à travers ces questions raciales. Une série en parle largement, c'est Ramy sur Starzplay. Comme pour Master of None, on est dans ce qu'on appelle l'autofiction, à savoir que c'est une série écrite par un auteur qui est aussi l'acteur principal et qui raconte en fait une partie de sa vie. Ramy, alias Ramy Youssef, revient ainsi sur le quotidien d'un jeune musulman américain de la première génération. Ses parents sont des immigrés égyptiens. Il est traversé par des questions existentielles entre la tradition religieuse et puis la modernité de la vie américaine qu'il connaît depuis son plus jeune âge. Écoutez cet extrait. Et ouais, je couche avec des filles même si je suis pas marié et je vais probablement essayer les champignons un de ces jours. Et alors quoi? Ça veut dire que je suis pas un bon musulman, que j'ai pas le droit de le faire parce que je dois suivre toutes les règles et que je dois endurer les jugements à la con les jugements qu'on nous balance tout le temps. Et le pire, c'est que je le fais subir aux autres. Je balance tout le temps les mêmes jugements autour de moi. Alors que j'essaye d'être un mec bien. Et oui, on a tous des jugements sur les autres qui qu'on soit, en fait. Je vous recommande notamment dans Ramy, l'épisode 4 de la première saison. On le découvre enfant. C'est un 11 septembre 2001. Il est dans la classe avec les autres enfants. Il regarde ce qui se passe sur l'écran quand les avions viennent s'écraser sur le World Trade Center. Et il va essayer, cet enfant, de comprendre pourquoi tous les musulmans de ce jour-là sont tout à coup assimilés et perçus comme des terroristes. Et lui avec, parce que ses petits camarades de classe lui disent « Tu es musulman, donc tu es terroriste ». Grassley, est-ce que ce cliché, on sent bien qu'il repose toujours sur l'amalgame, l'ignorance. Est-ce que les événements politiques dans le monde aggravent régulièrement les perceptions racistes ? Alors, pour les personnes asiatiques, je peux dire qu'il y a un virus qui est apparu à Wuhan et la vie de personnes asiatiques ici qui n'avaient jamais mis le pied à Wuhan a changé, même avant que l'épidémie nous atteigne. Donc oui, effectivement, il suffit qu'un battement d'aile raciste arrive... de l'autre côté du monde. Et ensuite, nous sommes affectés ici. Donc clairement, le racisme, ce qui le définit, c'est qu'il ne tient pas à nous, en fait. C'est vraiment un sentiment d'hostilité qui se propage aussi dans un système. Donc il y a la question interindividuelle, donc ça c'est très important de dire que oui, c'est de la haine, il peut y avoir une hostilité, mais il y a aussi une systématisation, quelque chose qui fait que ça rentre dans la société et que les personnes se permettent de vous dire des choses, permettent de vous dire des insultes, des agressions verbales ou physiques, alors que vous ne leur avez rien fait. Et c'est ça qui fait la différence entre le racisme et juste la méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus politique derrière et qui se perpétue avec les générations. Donc c'est pas juste il est méchant, c'est aussi ça c'est acceptable, c'est accepté. Mais alors quand je vous entends, Grassley, est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression que ça ne s'arrange pas et que vous n'êtes pas très optimiste quant à la suite de notre monde, ou vous avez gardé encore une lueur d'espoir ? Non, je suis très optimiste là. Moi, j'ai des enfants par exemple et je suis sûre qu'ils vivront une meilleure vie que moi, enfin je l'espère, je ferai tout pour, même si je me suis bien rendu compte qu'ils subissaient les mêmes insultes à l'école, dans la cour de récréation que moi il y a 30 ans. Et c'est ce qui m'a aussi donné la force de me dire, il faut que moi j'apporte une pierre à l'édifice pour que ça change, parce que je ne peux pas supporter de rester sans rien faire. Mais j'ai l'impression qu'au moins, on vous entend plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose sur le racisme anti-asiatique. J'ai l'impression que ça a été complètement passé sous silence. C'est quelque chose, même pour moi, qui n'existait pas, entre guillemets. C'est-à-dire, j'entendais pas comme ça une communauté en fait, juste mettre sur la table le fait qu'elle était victime au quotidien de discrimination. Et ça, j'ai l'impression que c'est relativement nouveau. Alors, c'est sûrement aussi très circonscrit. On est chacun dans notre bulle. Moi, je sais que je suis des activistes sur Twitter et que forcément, ça influence ma vision des choses. Mais avant, j'en avais jamais entendu parler. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Margot, et je pense que ce qui a changé, c'est la libération de l'écoute. Parce que les personnes ont toujours parlé. De la même manière qu'aujourd'hui, les séries, vous voyez, on regarde des séries tout à fait différentes. Grâce à Netflix et grâce aux réseaux sociaux, on peut savoir le succès en fait, de telle série qui arrive top numéro 1, etc. Alors qu'à l'époque, il fut un temps où on se disait non, mais ça va pas marcher ça. Et au stade du scénario, du synopsis, les gens disaient non, mais on va pas se reconnaître dans une famille indienne, américaine ou une famille française indienne. Et donc, ça se faisait même pas. Il n'y avait pas de pilote qui était produit. Aujourd'hui, eh bien, ça existe parce que
On sait que, par exemple, sur Netflix, ils ont des stats, ils savent que les gens regardent, enfin, si vous n'êtes pas LGBT, vous regardez des séries sur les personnes LGBT, il n'y a pas de frontière. Et puis le public s'est mondialisé quelque part. Donc, ils savent aussi qu'ils ont un bassin d'audience qui est beaucoup plus grand. Et donc, ils peuvent avoir un peu plus d'audace aussi à proposer, effectivement, des scénarios qu'on ne proposait pas jusqu'à présent. Donc, tout ça, finalement, voilà. Petit à petit, on va peut-être y arriver. Bon, on attend la grande série en France qui évoque toutes les communautés, en l'occurrence. J'aimerais qu'on s'arrête alors sur une autre série qui démonte les clichés, mais cette fois-ci sur les Noirs. Ça s'appelle Dear White People. C'est une série en 3 saisons qui est à voir sur Netflix et qui narre le quotidien d'étudiants noirs dans la prestigieuse université de Winchester. Des étudiants, alors pour le coup, et c'est là où c'est assez intéressant, qui sont politisés, plutôt militants, comme Joël. Joël, elle anime une émission radio ce jour-là et elle se retrouve à parler de conditions féminines face à une étudiante blanche. Et toi, t'es pas en colère? Bien sûr que si, seulement le truc, c'est que moi, je peux pas l'exprimer comme toi. Pourquoi pas? C'est le syndrome de la noire en colère. Dès qu'une Barbie noire enfile sa tenue d'Angela Davis, on veut l'envoyer dans sa prison rose bonbon. Faut que tu leur rentres dedans. T'es pas obligé de t'imposer des contraintes injustes. Le cliché de la femme noire en colère, qui est un truc très récurrent, enfin qu'il était, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'on le voit encore un peu dans certaines saisons. On avait parlé, Margot, avec Insecure notamment. Tout à fait. Série qu'on vous recommande sur ECS, où il est souvent question de ça. Et la première saison de Dear White People débute sur une grande soirée organisée par les étudiants blancs de l'université, qui est une soirée blackface. C'est-à-dire que les étudiants blancs sont grimés en noir. Et Grassley, je suis allée voir votre compte Twitter et vous avez retweeté un jour une soirée où des convives sont à table avec des masques en papier ronds et on devine des visages asiatiques. En gros, l'équivalent d'un blackface, mais des personnes asiatiques. On est d'accord, j'ai bien compris. On dit même yellowface. Yellowface. Ah bah, je ne savais même pas que le terme existait, mais ça arrive souvent, ce genre de soirée. Je ne suis pas invitée, mais ils n'ont pas pensé à m'inviter. Mais par contre, je crois que, en plus, il s'agissait d'une soirée organisée par quelqu'un de très connu dans le milieu de la mode, qui s'est par la suite excusé, mais le mal était déjà fait. Et ça a propagé en fait l'idée que c'était ok aussi de faire ce genre de soirée, de s'amuser entre nous et de se moquer des autres. Les masques étaient même appelés les Wuhan Girls. Donc pour vous dire à quel point on a poussé le concept, c'est presque, on peut pas dire qu'on ne savait pas. On va être tout à fait clair, Grassley, parce que cette vidéo en question, moi, qui m'a énormément choquée, elle a été diffusée par la personne qui l'a filmée sur son compte Instagram, donc on peut le citer. Michel Gaubert, il est DJ, il fait souvent les musiques pour les défilés de mode. Voilà, j'espère qu'il le refera pas. Moi, ce qui me fait réfléchir, c'est que vous parliez du carnaval, Grassley, et je crois qu'il est tout à fait possible et même probable que j'ai porté une robe chinoise au carnaval quand j'étais petite. Ouais, je suis Mon d'accord. père a voyagé en Chine, il m'en a rapporté une et donc je l'ai fait. Et bon, j'étais une petite fille, mais et moi et mes parents, ça nous a choqués à aucun moment. Et en fait, du coup, ce qui nous paraît absurde, en fait, il y a quelques années, c'était... Alors bon, cette personne a de toute évidence beaucoup d'années de retard, donc oui, c'est très inquiétant quand même. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut aussi... Enfin, moi, je me remets en question et je sais qu'il y a forcément des moments où je me suis pas rendu compte. Et c'est justement parce qu'on écoute, il y a cette libération de l'écoute dont vous parliez, qu'on arrive à progresser un petit peu. Vous comprenez ça, Grassley, aussi dans quelle situation nous parfois on se retrouve en fait pris en flagrant délit de, pas forcément de racisme au sens politique comme on le disait tout à l'heure, mais effectivement un racisme ordinaire auquel on n'a même pas pensé en fait. Écoutez, déjà Margot, je voudrais dire que je vous en veux pas du tout. non mais parce que en fait, non mais c'est parce que évidemment que une robe Chipao, moi je la trouve très jolie aussi et je suis ravie que vous en portiez une. C'est pas tant la question, personne vous interdit de porter une robe ramenée de Chine. Si c'est un cadeau, évidemment que vous avez le droit de porter une robe. Ensuite, c'est le contexte. Est-ce que c'est carnaval? Est-ce que c'est pour se moquer? Est-ce que voilà, il y a eu dans un épisode de Scam, qui est une série française pour France Stage TV, on adore dans Série que moi aussi j'aime beaucoup. Et dans un épisode de la dernière saison, la saison 7, donc celle d'avant, il y a une fête où elles sont habillées en robe Chipao. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur cet épisode où on s'est dit, mais pourquoi en fait est-ce que en plus il y a la danse du tigre derrière, oui. Voilà, donc parce qu'en fait ils ont squatté une sorte de restaurant asiatique qui était à l'abandon, voilà, exactement. Et vraiment, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était une mise en avant? Est-ce que c'était un hommage? Est-ce qu'il y a... Parce que dans le récit narratif, il n'y a rien, en fait, lié à ça. Même Ayumi Roux, qui joue Maya, qui est qui est japonaise et française,
on ne sait pas du tout en fait qu'elle est asiatique et il n'y a pas de personnage asiatique réel dans cette série. Et j'étais assez déçue en fait d'utiliser le côté asiatique comme un décor et que ça ne se retrouve pas dans l'épisode en lui-même. Mais voilà, cette question-là de on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien porter, on ne peut plus rien faire, il faut justement pouvoir en parler, de se dire personne ne vous dit de ne pas porter de robe, Margot, ou bien si. Enfin, la question c'est dans la fiction en tout cas, comment est-ce qu'on peut en faire un atout et pas donc une moquerie, pas en faire quelque chose qui va contribuer au racisme. Mais alors, paradoxalement, dans Dear White People, figurez-vous qu'ils échappent pas aux clichés. Parce que, notamment, un étudiant noir qui est originaire d'Afrique parle avec un accent très prononcé, qu'il n'a pas en fait. C'est un acteur qui n'a pas l'accent africain. Donc, c'est assez bizarre d'avoir cédé à ça. Et même les Français sont vus avec une petite caricature, on va dire. Exemple avec cette étudiante. Elle espère obtenir une bourse pour aller étudier à Paris et écoutez ce qu'elle dit. Je trouve toujours le moyen d'avoir ce que je veux. Et là, je veux entrer dans ce programme. J'apprends tout sur la France. Je prends des cours, je remange de la baguette et j'ai une maîtrise parfaite de l'arrogance et du snobisme. C'est tout vu, je vais en France. Je vous souhaite bonne chance. Alors, Grassley, les Français mangent de la baguette et sont arrogants. On est d'accord ? Elle a le ticket pour venir, c'est ça que... Oui, c'est ça, on est d'accord, elle a tout compris. On lui donne le visa. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est pas parce qu'on travaille sur à déconstruire certains clichés qu'on n'échappe pas à d'autres. D'ailleurs, je pense que dans mes premières fois, il y a eu des critiques par rapport à cette série où on a mis en avant donc le côté, on va dire que ça ne parle pas à toutes les personnes indiennes, mais uniquement à une partie, donc la communauté tamile qui est hindoue, et c'est pas du tout, est très privilégiée puisque ses parents sa mère est docteur, donc c'est pas quelque chose de représentatif qui est très large, c'est vraiment un type de famille. Et c'est ça aussi le problème lorsqu'on est attendu au tournant, il y a si peu de représentation que lorsqu'il y en a une, on projette tous nos fantasmes, tous nos espoirs que ça va résoudre le racisme, etc. Et encore une fois, c'est une représentation parmi d'autres, il en faut d'autres pour pouvoir combattre le racisme. Et il y a effectivement on peut retrouver des raccourcis dans d'autres sujets, donc comme ce que vous dites. Et d'ailleurs, je pense que dans Emily in Paris, oui. Une série... Alors là, les clichés sur la France, on y va. Et sur Paris, c'est le principe de la série. C'est le principe de la série. Ah oui, alors peut-être que c'était ça en fait. Ils voulaient en mettre beaucoup pour qu'on comprenne que c'était une sorte de série un peu ironique, un peu sarcastique. Non, je suis pas sûre. On n'est pas sûr, Margot. Margot, est-ce que d'une façon générale, pour clore ce chapitre, est-ce que vous avez l'impression que les séries finalement s'emparent avec efficacité de toutes ces questions ? Les séries américaines en tout cas, et britanniques aussi, parce que c'est aussi une société, enfin notamment sur les personnes asiatiques, sont je trouve plutôt, sont très en avance. Et pour revenir sur ce dont on parlait, sur le pouvoir de l'humour par rapport à d'autres, je crois que c'est important aussi justement d'avoir ces représentations dans des séries qui ne donnent pas de leçons. C'est plus facile justement de recevoir une leçon quand elle vous est assénée avec humour, tout ça, de pouvoir mettre à distance. Je suis pas certaine que se prendre pamphlet sur pamphlet, quand on va regarder Netflix, évidemment, je trouve ça hyper important de savoir écouter quand les activistes donnent un discours d'activiste, mais je trouve ça très intéressant aussi de passer par d'autres biais, dont celui de la fiction, dont celui de la série, avec humour, pour faire passer un message. On parlait du pluralisme, c'est le pluralisme des séries et le pluralisme des genres de messages aussi, des supports avec lesquels on reçoit ces discours antiracistes. Donc oui, moi je trouve que les séries s'en emparent plutôt bien. Évidemment, on le dit depuis le début de cet épisode, pas en France, et c'est dommage. Pas en France, on attend la grande série française, on le dit depuis le début, effectivement. Grassley, pour terminer cet épisode, est-ce que si vous deviez mettre en place une mesure là, tout de suite, pour qu'il y ait une meilleure représentation, une plus grande visibilité de la communauté asiatique dans les séries, ce serait laquelle ? Est-ce qu'il faut des quotas ? Est-ce qu'il faut d'autres scénaristes ? Oui, moi je pense que ça... Plus d'audace chez les diffuseurs ? Comme le disait Viola Davis quand elle a reçu un Emmy, elle a dit que sans l'écriture, elle n'aurait pas eu le rôle. Il faut des rôles en fait. Il faut que ça passe par l'écriture d'abord et que l'écriture soit... C'est pas uniquement de la visibilisation qu'on demande, c'est de la représentation. Et dans la représentation, il faut une histoire pour que le personnage soit porté. Si vous parachutez une personne juste parce qu'elle est asiatique et que il n'y a rien et qu'on n'apprend rien sur elle, ça manque de profondeur, comme on disait tout à l'heure, et ça n'a pas de réelle portée finalement sur l'histoire et sur nous. Donc ce qu'il faudrait, ce serait écrire, financer
plus de scénarios, d'idées qui font la part belle à la diversité, à la pluralité, qui est la pluralité française. Est-ce que vous avez eu écho de scénarios qui ont été rejetés justement parce que c'était la communauté asiatique qui était mise en avant et qu'il n'y avait pas de la place pour ça en ce moment? Je pense qu'ils disent pas ça comme ça. J'imagine bien. Mais je connais plein de gens qui n'obtiennent pas de financement parce que leur projet serait trop... communautaire. Voilà, je pense que le mot communautaire, communautariste, c'est un terme qu'on revient souvent. D'ailleurs, quand le film Crazy Rich Asians était sorti en France, dans Le Parisien, ils avaient dit que c'était une niaiserie communautariste. Vous voyez, ce mot-là, il revient pour dire que... Alors que, bon, je pense que si on n'est pas asiatique et qu'on regarde, on peut aussi passer un bon moment. Donc, il n'y a rien de communautariste à montrer une communauté. On a beaucoup de mal avec le mot communauté en France. Je pense qu'il faut aussi c'est vrai, redorer le blason, de dire que communauté, c'est positif et que nous sommes une communauté et qu'il y a plusieurs communautés dans une vie. Merci infiniment à toutes les deux. Margot Barallon, on vous retrouve dans l'émission Culture Média pour toutes vos chroniques sur les séries du moment. Merci infiniment Grassley. Je recommande grandement votre roman Jeune fille modèle publié chez Fayard et votre podcast également Kif Taras que vous animez avec Rokhaya Diallo. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série et j'en appelle à Dr House qui dit avec son cynisme légendaire « Nous sommes tous pathétiques, c'est ce qui rend la vie intéressante ». Dans les prochains épisodes de Sérieland, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, baptisées Série, je vous propose 10 rencontres avec des actrices, des scénaristes, des réalisateurs qui ont participé à 10 grandes fictions françaises produites depuis 2011. Vous pourrez entendre notamment Jean-François Alain, créateur de la comédie politique au service de la France, ou encore Angia Ferry, à qui on doit « Fais pas ci, fais pas ça ». Sérieland est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et puis pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention, dans Sérieland, la règle ne change pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.